Alors, on va attaquer donc le cadre juridique aujourd'hui autour du processus BIM. Donc, nous serons accompagnés donc de Maître David Richard et de Maître Laurent Bidault. Alors, on va démarrer tout de suite avec Maître David Richard. Alors, déjà, excusez-moi, on fait un petit focus quand même sur le groupe BIM for Legal qui a été lancé donc il y a quelques mois, qui est animé donc par Maître David Richard et Maître Laurent Bidault. Ce groupe donc justement traite des questions légales autour du BIM et c'est un groupe que vous pouvez bien sûr suivre sur LinkedIn et vous inscrire justement et le rejoindre parce que voilà, parce que ces questions justement sont très très intéressantes et vous pouvez continuer justement à échanger avec Maître David Richard et Laurent Bidault sur ces sujets-là. Ok. Donc, pour revenir sur la question donc, du juridique et autour du BIM. Donc, Maître David Richard, le BIM doit s'inscrire donc dans une stratégie pour la maîtrise d'ouvrage. Comment justement ce BIM doit s'inscrire dans une stratégie de maîtrise d'ouvrage et quelle place doit-il avoir dans cette stratégie? Bonjour Siem, ravi d'être avec vous. Mais effectivement, il y a beaucoup d'attentes autour du BIM et on est ravi de voir qu'en France, il y a un peu plus d'attentes que chez nos voisins et partenaires. Donc la première question, c'est ça, c'est de se dire, on a des attentes, mais qu'est-ce qu'on attend exactement? Qu'est-ce qu'on veut faire du BIM? Comment ça va impacter notre activité? Et essayer d'avoir une vision un peu déconnecté du projet. On en reparlera tout à l'heure avec la question du cahier des charges, et donc de se positionner sur un temps long, un temps un peu, une approche qui prend un peu de distance par rapport au projet, regarder donc ce qu'on veut faire exactement avec ce processus. Le BIM, c'est la digitalisation de la construction, mais la digitalisation, c'est un phénomène beaucoup plus large qui touche d'autres secteurs d'activité, et on peut avoir au sein de son organisation déjà de l'expérience, déjà de la compétence. Vous le disiez, la question de la compétence est essentielle en matière de BIM. Donc, regardez ce qui se passe au sein de sa structure sur ces questions-là pour justement construire une stratégie. Regardez ce que font aussi ses compétiteurs et ses partenaires. Regardez aussi ce qui se passe à l'étranger. Le BIM, c'est un phénomène global. Il y a beaucoup de matériaux, de savoir-faire, de partage de pratiques qui nous viennent de l'étranger qui sont intéressantes, qu'on peut reprendre ou pas en partie ou même faire le contraire. Mais donc, il y a ce moment, si vous voulez, un petit peu de réflexion. Alors, on peut le faire à l'occasion d'un projet phare ou alors de façon déconnectée. Après un certain nombre de projets, il y a différentes approches possibles, mais il y a ce besoin, si vous voulez, de cadrer les choses de façon un petit peu large, de commencer à se poser des questions, d'y répondre, de façon à ce que quand on passera en phase projet, on va déjà avoir une petite histoire et puis quelques rails, quelques perspectives importantes qui vont permettre de guider les choses. Comment ça se formalise justement cette stratégie? Comment on peut la formaliser? Alors, en général, ce moment stratégique est associé à la séquence de la charte BIM. Et pour les juristes, c'est un moment particulier puisque traditionnellement, et je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, on considère que c'est pas un document, cette charte, obligatoire juridiquement. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va prendre des engagements dans la charte qu'on pourra vous les opposer comme si c'était un contrat. D'ailleurs, il y a aussi une démarche communication forte dans cette séquence stratégie et charte, c'est-à-dire qu'on donne à voir aux autres, à ses partenaires, à ses fournisseurs, etc., quelle est sa position sur le BIM. Et donc, c'est pas un contrat. Mais pour nous, juristes, c'est très important, et c'est même très important d'être associé à cette étape stratégique parce que on va aborder des questions qui vont avoir des incidences extrêmement fortes sur la façon dont on va contractualiser, avec qui on va contractualiser, et puis ce qu'on va mettre dans nos contrats. Les questions, par exemple, qui sont liées, aujourd'hui, c'est très tendance, l'indépendance vis-à-vis de la data. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Quel type de partenaire on va devoir rechercher et qu'est-ce qu'on va leur demander? La question de la compétence, l'externalisation des compétences, c'est aussi important et ça va avoir des incidences juridiques fortes. Donc, d'un côté, si vous voulez, c'est un document qui nous est presque extérieur, nous, juristes, mais qui est très important pour la suite. Et je dirais que sur la question, d'une façon générale, de la digitalisation, sauf certaines exceptions, on a une histoire et on a des matériaux qui sont quand même assez peu nombreux.
Donc, d'avoir ces repères, c'est tout à fait important, mais il est aussi important de considérer cette séquence, cette stratégie et cette charte comme un document qui n'est pas obligatoire juridiquement. Très bien. Donc on a la charte BIM finalement comme cadre global, on va dire, qui permet de guider la démarche de la maîtrise d'ouvrage. On arrive justement sur un projet spécifique, et là je vais questionner Laurent. Si la charte BIM n'a pas de valeur contractuelle, donc du coup de quoi dispose la maîtrise d'ouvrage aujourd'hui pour pouvoir un petit peu donner ce cadre contractuel à ces projets? Alors, déjà bonjour à tous. Bonjour. Merci Siem pour ces éléments, cette introduction. Alors, pour aller dans la droite ligne de ce que disait, de ce que vient de dire David, effectivement, donc on a la charte BIM qui est un peu ce document un peu structurant à l'échelle du maître d'ouvrage qui va détailler sa démarche BIM, les attentes qu'il va avoir très générales, et puis on va affiner quelque part, si je puis dire, cette démarche à l'échelle d'une opération propre, et ça va être justement le rôle du cahier des charges. Il y a un point juste avant de parler de ce cahier des charges, parce que finalement, ça va être la réflexion dont je vais parler et se retrouve dans ce cahier des charges, c'est la définition du besoin, et qui est particulièrement importante pour les maîtres d'ouvrage publics, parce que c'est une obligation légale pour le maître d'ouvrage public lorsqu'il va lancer une opération, lorsqu'il va engager la passation d'un marché public, de définir précisément son besoin, c'est-à-dire l'objet du contrat, les caractéristiques, les conditions d'exécution, et ces éléments-là vont trouver une traduction en BIM. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage doit vraiment s'interroger sur le fait de savoir, opération par opération, marché par marché, à quoi va lui servir le BIM, à quel besoin va répondre le BIM quand il va l'introduire dans son marché. Et c'est important parce que c'est ça qui va définir le besoin et qui va se retrouver dans mon cahier des charges. Je vous donne un ou deux exemples concrets pour voir, et après je reviendrai sur ce cahier des charges. Par exemple, si l'objectif du maître d'ouvrage en matière de BIM, ça va être par exemple dans une opération de travaux de réduire les délais, de faciliter la communication entre les différents intervenants, de pouvoir visualiser le déroulement du chantier, le besoin du maître d'ouvrage va se limiter par exemple à la mise en place d'une plateforme collaborative dans laquelle il va pouvoir visualiser les données, les informations qui sont propres au chantier, les horaires, le calendrier, l'historique des interventions, l'état d'avancement du chantier. Et donc, c'est ce besoin précis en matière de BIM qu'il va décrire dans son cahier des charges BIM, c'est-à-dire quel va être le format des données qu'il va attendre, quelle va être la nature des données, qui sont les différents intervenants qui vont produire ces données en fonction de cette opération précise. Là où ma charte BIM a quelque part valeur un peu générale, de décrire la démarche et l'objectif poursuivi du BIM. Autre petit exemple, par exemple, en phase de conception, si l'objectif du maître d'ouvrage, c'est d'avoir, par exemple, un outil, une maquette qui va permettre de communiquer avec les élus, avec les riverains sur le projet, de vérifier la qualité architecturale du projet. Alors ici, ça sera simplement, la charte décrira le fait, le cahier des charges décrira le fait que le besoin est un outil en matière de modélisation d'un ouvrage, et avec des données qui vont être limitées aux données cadastrales, d'urbanisme. Et tout ça se retrouve dans mon cahier des charges. Donc, c'est le cahier des charges, quelque part, on affine les objectifs poursuivis par la charte dans un cahier des charges. Dernière précision, je vois que sur les marchés publics, ouais, tout à fait, aucun problème. Précision importante sur les marchés publics, c'est une nouveauté avec les CCAG, les cahiers des charges administratives généraux, qui sont entrés en vigueur le 1er avril dernier. Aujourd'hui, le cahier des charges BIM a une valeur contractuelle et est défini contractuellement. Il est défini comme un document élaboré par le maître d'ouvrage, précisant ses objectifs, ses exigences et ses objectifs dans le cadre du contrat. Donc,
c'est important de le préciser. Aujourd'hui, il a une valeur contractuelle par défaut en marché public. Donc, point important avec la réforme de CCAG. Alors, sur l'appel d'offres, donc la spécificité des marchés publics, puisque transition avec le CCAG, la spécificité des marchés publics, il faut être vigilant, c'est qu'un acheteur public, il est soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence dès lors que son marché est au-delà d'un certain montant, 40 000 euros, c'est le seuil. Et ça nécessite pour le maître d'ouvrage public de ne pas d'avoir des critères suffisamment qui ne sont pas discriminants et de ne pas d'avoir un traitement discriminatoire de certaines offres. Très concrètement, si j'impose le retour, citons quelques éditeurs, c'est toujours plus parlant, si un maître d'ouvrage public impose comme critère l'utilisation, par exemple, du logiciel Autodesk, c'est une condition qui peut s'avérer discriminatoire pour des opérateurs qui ne disposeraient pas d'Autodesk. Donc, là-dessus, le maître d'ouvrage, il doit être particulièrement vigilant dans les critères, dans les éléments techniques qu'il va définir dans son cahier des charges pour être à la fois traduire précisément son besoin, mais être suffisamment, je dirais, neutre pour ne pas favoriser telle ou telle partie ou favoriser un candidat qui serait le seul, par exemple, à utiliser son logiciel. Alors, les critères, ils peuvent être multiples, sachant que les critères, à la fois pour apprécier les candidatures et les offres des candidats, ils doivent être liés à l'objet du marché et aux conditions d'exécution du marché. Alors, on retrouve toute une série de critères. Par exemple, si votre marché porte sur un outil de modélisation du patrimoine, on peut demander, par exemple, aux candidats de remettre une maquette numérique avec leur offre afin de démontrer qu'ils ont la capacité, par exemple, de modéliser, qu'ils ont des compétences en matière de modélisation. Et alors, on peut avoir un critère sur la qualité de la maquette numérique qui serait produite. Dans un concours de maîtrise d'œuvre, par exemple, ou dans un marché de maîtrise d'œuvre, il peut être également, par exemple, demandé au candidat de remettre une maquette numérique en phase d'esquisse du projet. Ça permet d'avoir une première indication sur les capacités du candidat à répondre aux besoins. De la même façon, on peut demander au candidat de façon très générale, y compris par exemple dans un marché de travaux, d'avoir un critère qui va par exemple porter sur la qualité de la démarche BIM du candidat. Est-ce qu'il y a une formation du personnel en la matière? Est-ce qu'il a des exemples de livrables ou d'opérations sur lesquelles il a utilisé le BIM? Donc, on a toute une série de critères qui doivent être liés à l'objet du contrat, qui ne doivent pas être discriminatoires pour ne pas favoriser tel ou tel opérateur ou tel candidat qui disposerait d'outils. Et c'est ainsi que le maître d'ouvrage peut, et je dis bien peut, imposer quelque part le recours à des outils BIM dès lors qu'il y a ce lien avec l'objet du marché. J'ajoute un point important et j'en terminerai sur ce point. Aujourd'hui, vous l'avez dit, le BIM n'est pas obligatoire dans les appels d'offres. Il n'est pas obligatoire, c'est une faculté qui est laissée au regard du droit français, là où le droit européen laissait la possibilité pour les États membres d'imposer justement le BIM. C'est une faculté qui aujourd'hui qui est conditionnée à deux choses, la nécessité de l'outil BIM au marché. Là-dessus, le juriste et praticien que je suis, je ne vois pas beaucoup de sujets là-dessus. C'est-à-dire que si l'objet de votre marché, c'est de modéliser votre patrimoine, de fait, l'outil de modélisation et le processus BIM sont utiles et nécessaires à l'objet de votre contrat. Le deuxième point, et là où il y a un peu une zone d'ombre juridique, c'est le fait que le maître d'ouvrage, tant que les outils BIM, les outils de modélisation ne sont pas communément disponibles aujourd'hui sur le marché, ou du moins à des coûts abordables, il doit permettre un accès facilité à moindre coût pour tous les opérateurs. Alors jusqu'à présent, on avait plusieurs plateformes. Je pense à la plateforme Croquis qui était libre, qui était gratuite. Aujourd'hui, elle devient payante, certes à un coût modéré, mais demeure cette question de l'accession aux outils. L'accessibilité aux outils qui n'est pas totalement répondue. Sans doute qu'à l'avenir, les maîtres d'ouvrage, et c'est déjà le cas de certains, mettront eux-mêmes en ligne certains outils permettant à tous les candidats d'accéder à
ces sujets BIM. Merci Laurent. Donc, du coup, là, je vous questionne un petit peu tous les deux rapidement sur l'analyse des offres, justement, qui est un exercice commun. Alors, j'ai oublié de préciser que l'un et l'autre étaient spécialisés, donc David dans les marchés privés et Laurent dans les marchés publics, justement. Alors, il serait intéressant d'avoir juste rapidement votre point de vue sur justement cet exercice d'analyse des offres. Donc, David. Oui, effectivement. Alors, moi, je pense, je fais partie des gens qui considèrent qu'il y a assez peu de différence. Finalement, le cadre des marchés publics, c'est une réglementation intéressante, mais c'est pas une finalité en soi. L'idée, c'est de sélectionner des entreprises performantes qui vont fournir une prestation de qualité. Et ça, on le retrouve en marché public comme en marché privé. C'est une préoccupation commune à tous les marchés. Et donc, l'idée de l'analyse des offres, c'est justement de sélectionner ces prestataires qui correspondent à votre demande, donc, et ce qui signifie, comme le disait Laurent tout à l'heure, des appels d'offres qui sont fondés sur des cahiers des charges suffisamment précis, avec des missions détaillées et BIMées, je dirais, pour rencontrer cette préoccupation liée au BIM. Et puis ensuite, des soumissions, des offres qui correspondent à cette demande et qui sont contractualisées de façon suffisamment précise pour que d'un côté, on ait des gens qui savent sur quoi ils s'engagent et de l'autre, des gens qui savent ce qu'ils vont avoir. Donc, à mon sens, le processus est le même. Bien sûr, en marché public, il y a cette spécificité liée au cadre et à cette réglementation particulière qu'il faut pas négliger. Mais le cœur du processus est très semblable, effectivement. Très bien. Donc, juste rapidement, donc, on va aborder la question de la contractualisation avec les entreprises. Donc, on a évoqué ensemble 3 points principaux, mais justement, dans les marchés publics et privés, alors du coup, je vais peut-être questionner aussi David, la notion de responsabilité est-elle la même ? Et est-ce que la convention BIM a la même place finalement dans ces deux enfin, quand je dis oui, la convention BIM justement a le même poids. Oui, à mon sens, la démarche est la même. Si vous voulez, on demande une prestation qui est la mise en œuvre d'un processus qui doit se traduire par des résultats précis. Donc ça, c'est la même chose, quelle que soit la nature du marché. Et effectivement, la convention, en général, est perçue comme la réponse au cahier des charges qui est produit par le maître d'ouvrage. Et donc, cette réponse doit correspondre à la question. Et on peut la contractualiser exactement de la même manière, que ce soit en marché privé ou en marché public. Il y a des acheteurs qui vont être qui vont intervenir très interventionnistes dans leur démarche et qui vont, par exemple, prévoir des conventions types. Et donc, on va intégrer dans finalement la demande, dans le cahier des charges, cette convention type, à charge pour les professionnels en phase opérationnelle ou préopérationnelle de retravailler cette convention type en disant au maître d'ouvrage, donc votre document est intéressant, mais par rapport à vos objectifs et par rapport à ce que nous on va vous proposer, il faut faire telle ou telle modification. Mais disons qu'on a une trame dès le départ qui va permettre au maître d'ouvrage de suivre le processus. Il y a aussi des maîtres d'ouvrage qui ont un positionnement plus en retrait et qui vont laisser la main plus facilement aux entreprises et qui vont donc demander, par exemple, aux entreprises en charge du BIM de produire une convention. Il y en a aussi qui prévoient que la convention BIM est un livrable en soi, donc il y a différentes façons de faire, et ça de façon transversale à tous les marchés. Mais quelle que soit la formule choisie, ce qui est clair, c'est qu'il y a un besoin, si vous voulez, de contractualiser sur ces aspects-là et de trouver la formule qui correspond à la demande du maître d'ouvrage. Un petit mot sur la norme ISO 19650, David. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui peut aider les maîtrises d'ouvrage à formuler leurs besoins ou à donner un cadre un peu plus précis, je dirais, à leurs demandes? Oui, complètement. Enfin, je pense que là, c'est vraiment un outil, si vous voulez, qui permet
de rendre les attentes effectives. On le disait, vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup d'attentes sur le BIM et c'est normal, c'est un processus extrêmement puissant, transversal, qui modifie beaucoup de choses. Mais il faut encore faut-il rendre ces attentes concrètes. Et la norme, justement, c'est un moyen d'arriver à ça. Je dirais qu'il y a trois grands intérêts à mettre en place une démarche normalisée. C'est un, la structuration, c'est-à-dire que vous avez des process qui sont moins écrasés. Quand on a préparé l'intervention de ce matin, on s'est dit on va parler de ça, on va parler de ça, on va parler de ça. Et bien c'est exactement ce que fait la norme. Elle permet de structurer une démarche et de rien oublier. Ensuite, elle impose des passages obligés, des composants, si vous voulez, qui vont donner de la force à votre structure, qui vont la fonder encore un peu plus. C'est la norme d'information. Qu'est-ce qu'on met dedans? C'est ce qu'on appelle le plan directeur de livraison de l'information. C'est la définition des niveaux d'information. Enfin, il y a tout un tas de composants comme ça qui vont donner de la force à votre process. Donc ça, c'est le deuxième intérêt. Et le troisième intérêt, qui est sans doute le plus important à mes yeux, c'est la dynamique que ça crée. C'est-à-dire qu'avec la norme, il y a une perspective de collaboration très particulière qui veut que, et ça impose aussi un certain nombre d'exigences au maître d'ouvrage, ça lui impose de formuler précisément sa demande, ça impose à celui qui répond de dire « Ok, j'ai compris votre demande, elle est pertinente là-dessus, par contre au regard des résultats attendus, il faut faire telle modification, je vous propose telle adaptation ». Ça impose aussi à celui qui fait de contrôler ce qu'il fait, celui qui a demandé de contrôler ce qui a été fait, et il y a comme ça une sorte de cercle vertueux et d'approche efficace, si vous voulez, du processus. Et ça, vraiment, c'est au cœur de la norme et c'est quelque chose de très important. C'est aussi quelque chose de nouveau qui demande un petit peu de pédagogie, mais qui est tout à fait accessible. Et puis, quatrième point, et ça revient un peu, je reviens un peu sur ce que je disais initialement, c'est que le BIM, c'est aussi une démarche globale. Et en adoptant la norme, si vous voulez, on s'inscrit dans une dynamique internationale. On peut avoir des contacts avec d'autres professionnels, d'autres pays, d'autres perspectives. Et on fait partie de cette aventure et on s'enrichit aussi de l'expérience des autres, ce qui me paraît extrêmement important, voire indispensable aujourd'hui, y compris pour nous juristes. Oui. Enfin, voilà, on pourrait passer des heures à parler de ça tellement c'est passionnant. Peut-être Laurent, pour clôturer et justement mettre l'accent sur le volet juridique et contractuel, quels conseils vous pourriez donner justement à nos participants aujourd'hui pour justement qu'ils cadrent au mieux leur projet et pourquoi pas aller chercher de l'aide juridique si nécessaire? Outre tout ce qu'on a pu dire sur la réflexion préalable à mener, c'est de la contractualiser du mieux possible. C'est-à-dire que ces documents, déjà il faut qu'ils existent, il faut qu'ils soient bien décrits, bien définis, et il faut leur donner la valeur contractuelle et la place contractuelle qui leur importe. Donc quelque part, l'accompagnement juridique au sens large, y compris en interne, ça va être justement d'avoir une réflexion sur quelles sont les obligations des parties, quelles vont être leurs responsabilités, quelles vont être la description de leur mission. Il y a des sujets qui sont bien plus vastes, enfin le temps imparti ne me permet pas de les aborder, mais il y a des questions sur lesquelles qui doivent se trouver une traduction, je veux dire contractuelle et juridique nécessaire, une réflexion qui doit être menée. Je pense par exemple à la propriété intellectuelle, à la gestion des données, à la responsabilité des différents intervenants, aux délais et aux modalités d'intervention de chacun, au format des échanges. Toutes ces questions-là, elles doivent trouver une traduction. Elles doivent trouver une traduction contractuelle parce que si elles sont essentielles au bon déroulement de l'opération. Et bon, c'est peut-être nos métiers d'avocat de voir tout de suite le pire, mais demain, en cas de litige, en cas de problème, on s'interrogera toujours sur savoir qui est responsable, qui a mal fait les choses. Et la première chose qu'on regarde, c'est le contrat. Oui. Donc, là-dessus, il est essentiel d'avoir de bien réfléchir en amont à ces questions et de les traduire ensuite contractuellement.
Eh bien, un grand merci, messieurs, pour votre éclairage. Donc, pour ceux qui souhaitent continuer la discussion avec David et avec Laurent, n'hésitez pas donc à rejoindre le groupe LinkedIn, donc BIM for Legal. Vous pourrez justement les avoir en direct et ils pourront vous aider et répondre à vos questions.